Salut à tous, on est avec Lou Jean Monod aujourd'hui, biathlète française qui a terminé deuxième du classement général avec cette Coupe du Monde qui s'est terminée à Oslo cette saison. Salut Lou. Hello. Ça va? Bien vous? Bah oui, on est bien. Gilles Delaposta qui est avec nous également, qui commente le biathlon sur Eurosport. Est-ce que tu vas bien, Gilles? Ça va très bien. Bonjour mesdames. Ouais, on est ravis d'accueillir Lou. Avec plaisir. Merci d'être avec nous. Déjà, première question, juste après quelques semaines après la Coupe du Monde, comment tu vas? Bien, un peu fatiguée, pas trop encore reposée, mais ça ira mieux d'ici une semaine ou deux. Le programme là, c'est quoi? Il y a un peu de tournée média, à peine de sponsors à voir, et puis 2-3 trucs à droite à gauche que j'ai dit que je ferais. Donc à partir du 15, je suis au repos complet. C'est quoi les 2-3 trucs que tu as dit que tu ferais? Ah ouais, direct. Qui tu vois? Et ben, C'est à quelle heure? petite soirée avec les copains et puis les membres de la Fédé pour les remercier de la saison. Il y a le gala de charité d'Alexis Pinturo. J'ai une journée à l'armée et puis j'ai oublié, mais encore une journée dans le coin. Ah bah Sophie, à voir. C'est quoi les passe-temps de Lou Jean Monod? Quand tu fais pas de biathlon, tu fais quoi? C'est quand même toujours du sport, je crois. Oui, du sport. Je crois que peu importe ce que c'est être dehors. Là, c'est un truc qui me manque. Je pense que ça fait une semaine et demie que j'ai pas fait de sport et je sens que ça me fait un peu du mal. Ou alors les grands voyages aussi. Bah, les grands voyages, mais là, mine de rien, j'avais pas envie de repartir en vacances. En fait, on est tellement tout le temps dans un sac, dans un trajet, et c'est long, et puis c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça, la partie de voyage. Donc je pense que je vais rester à la maison, un peu au fond du lit, et ça ira très bien pour la fin du mois. Oublie la Nouvelle-Zélande alors. C'était super, mais c'était trop loin. C'est 26 heures de vol, c'est chiant, puis c'est x2. Et si je le refais, c'est pour repartir, mais beaucoup plus longtemps, sur plusieurs mois, et c'est pas compatible avec l'agenda du sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport quand tu fais pas de biathlon, du coup? VTT, j'ai un gravel depuis l'an dernier, j'aime beaucoup. Au printemps, j'aime bien faire un peu d'escalade. Je suis nulle, mais j'aime bien. Et puis sinon, course à pied, truc traditionnel. Le ski rouge, j'attends vraiment le dernier moment pour le reprendre. Et j'aime bien nager aussi, je trouve ça doux comme reprise. Je le fais vraiment pas longtemps, c'est quasiment qu'au mois de mai, mais c'est sympa. Le ski rouge, c'est pas une passion, du coup? Pas des masses. Non, si, j'aime bien, parce que la sensation est quand même plutôt cool, mais comme c'est une obligation, j'ai pas la sensation de plaisir qui va avec. Tu parles de natation. Ouais. Je me suis régulièrement posé la question si les biathlètes faisaient beaucoup de natation, justement pour le fait d'apprendre à bloquer sa respiration. Il n'y a pas de similitude entre les deux disciplines? Bah, je pense qu'il y en a, mais c'est un truc, c'est pas ancré dans le programme d'entraînement d'un athlète, que ce soit au club, au comité. Il n'y a pas trop de coachs qui poussent à faire ce genre d'activité. Puis ça, en termes de logistique, c'est quand même c'est vite un peu contraignant. Ramener une piscine sur le pas de tir. C'est pas super pratique. Non, mais trouver une piscine ou aller nager, peu importe où, c'est quand même. Et puis c'est très fatigant quand on est nul. Enfin, c'est mine de rien. Je confirme. C'est pas aller courir, on peut s'arrêter, on peut marcher 3 secondes et puis on se repose. C'est beaucoup plus impactant, je trouve, physiquement. Donc c'est pour ça, je pense qu'on le fait pas trop. Oui, canard, tout ça dans la valise, ça prend. Ouais, on a déjà beaucoup de merdier. Si tu faisais pas de biathlon, tu ferais quoi comme sport? VTT, je pense. Quand j'étais petite, je faisais les deux. Pendant l'été, je faisais du coup l'entraînement VTT et puis l'hiver, le ski. Et puis, je dirais quand j'avais 14 ans, j'ai dû choisir entre les deux. Enfin, j'ai jamais vraiment choisi parce que c'était de base le ski que je préférais. Mais je faisais quand même les deux, j'aimais bien. Donc ça serait peut-être VTT. Donc après le biathlon, tu t'y remets? Non, pas du tout. L'entraînement d'un cycliste, ça a l'air horrible. Du coup, tu parlais d'extérieur, enfin de sport en extérieur. Tu as vraiment besoin de cet environnement-là, montagne, nature. C'est un truc qui t'anime? En fait, c'est pas un truc que j'ai pas l'impression de courir après, d'avoir besoin de ma dose journalière, mais je sens que typiquement sur cette période-là où j'ai pas pu le faire, je sens que c'est un truc qui me manque. En fait, je saurais pas dire oui. En fait, c'est parce que je me rends compte que c'est parce que j'y suis pas allée que je me sens moins bien, mais c'est pas, j'ai pas ce besoin quotidien, on va dire. C'est plus que mon corps il dit non, mais là faut commencer à y retourner parce que c'est quand même, même pour la forme physique, je sens que ça se dégrade à une vitesse, c'est désagréable. Donc oui, je pense que je vais y retourner assez rapidement. Le passage à Paris, il est dur ou pas?
Non, j'aime bien, mais je galère avec les transports, savoir où manger. Il y a tellement de possibilités, trop bien, que j'arrive pas à prendre de décision. Il y a ça, il y a le trajet, il y a plein de choses. Donc j'aimerais bien arriver à venir et faire quelque chose de fluide où juste je vais, où j'ai envie, au moment où j'en ai envie. Là, comme j'ai quand même 2-3 médias à faire, c'est pas évident. Moi, je me posais la question, qu'est-ce que tu dirais à Lou Jean Monod d'il y a 10 ans? Si tu pouvais t'adresser à elle, qu'est-ce que tu lui donnerais? Je ne sais pas, éventuellement comme conseil. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, c'est dur celle-ci. Hein. Ouais. Que ça en vaut la peine. Pas grand-chose de plus parce que j'ai toujours été... enfin, en tout cas, j'ai eu des motivations qui ont évolué au fil de ma carrière. Et il y a 10 ans, je carburais avec... l'énergie de mes copines qui s'entraînaient aussi, juste le plaisir d'aller à l'entraînement de manière douce, on va dire. Je faisais un volume d'entraînement qui était relativement faible. Donc c'était plus l'ambiance et le délire qui me plaisait. Et puis maintenant, c'est la performance, la volonté d'être meilleure. Et donc en fait, en fait, ce qui m'attirait à l'époque sont plus les choses qui me retiennent aujourd'hui, mais ça évolue et c'est différent et c'en est tout aussi agréable. Quand tu dis que ça en vaut la peine, c'est-à-dire que ça vaut la peine de se faire mal pour le résultat? Oui, de tenir, de faire face aux petits. J'ai pas eu beaucoup de galères, mais j'en ai eu quelques-unes. Et j'ai eu les réflexions de bon, voilà, si je fais encore ces résultats-là, encore une saison, j'arrête parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai pas fait du tout d'études après le bac. Je savais pas trop ce que je voulais faire non plus. Donc si j'avais arrêté, ça aurait été un bon gros flou et puis une belle improvisation à faire. Donc continuer, c'était un peu hésitant en fait. Je savais pas s'il fallait que je change de direction ou pas, quoi. Ça tracasse, pardon? Est-ce que c'est des choses qui tracassent parfois où on se dit mais qu'est-ce que je vais faire après, ou j'ai pas fait d'études, si je réussis pas, est-ce que ça met une pression, tu vois, en plus? Ouais, un peu, je dirais à la période où j'avais 18-19 ans, où je finis le bac, j'essaye des études qui me plaisent pas, les résultats sont un peu moyens, je stagne dans les BU Cup, en fait c'est pas... Il n'y a pas une sensation de réalisation. J'ai l'impression qu'on pédale dans la semoule, qu'on brasse de l'air et puis qu'on voit les copains qui sont déjà sur leur 3e, 4e année de médecine, qui ont déjà un taf, qui ont fait leur prêt pour acheter leur maison. Puis moi, je suis chez mes parents, je fais du ski et puis il ne se passe rien. Donc oui, c'est un peu, je dirais, la période un peu charnière entre 18 et 21 ans où pour moi, c'était un peu hésitant, quoi. Finalement, tu as bien fait. Bon choix. On peut parler de quelque chose qui te marque, j'ai envie de dire, dans l'esprit des gens, c'est les tatouages. Je n'ai pas fait exprès pour le jeu de mots, c'est inné. Je voulais te proposer des idées de tatouages. Je ne sais pas, tu as des projets pour en faire d'autres? J'ai des idées, mais je ne me suis absolument pas penchée cette année. Eh bien, écoute, ça tombe bien. J'ai peur. J'ai des projets pour toi. Je te soumets les mascottes des 4 derniers championnats du monde. Je sais que celui de Lenzerheide. Je l'ai dit 500 fois pendant les championnats du monde, mais voilà. Je sais que tu le connais bien, que tu as fait quand même une sacrée collection de peluches. Donc, entre la mascotte des championnats du monde 2025, comme ça je ne vais pas dire le nom des championnats du monde qui ont eu lieu en Suisse, Nové Mesto 2024, qui était quand même bien particulier aussi. Là, il y a eu abus de substances illicites. Oberhof 2023, Paul Yuka 2021. Qu'est-ce que tu choisis? Pour l'anecdote, si je gagnais ce foutu globe à la fin de la course, j'avais 2 copains avec qui on devait se tatouer le merveilleux poulet ici présent. D'accord. Pour leur... ils ont été chanceux. Est-ce qu'il n'y aurait pas inconsciemment quand même une explication là? Moi, j'avais aucun problème avec... maintenant, au point où j'en suis, j'ai accepté le fait que je pouvais faire des tatouages de merde, entre guillemets, dans le sens où j'en ai beaucoup, ils peuvent être fondus dans la masse. Il y en a un pour qui ça aurait été le premier, je pense que c'était pas le même... c'est dur pour un premier. C'est pas le même délire.
Le poulet n'est pas passé loin. Et les autres, ils sont quand même franchement pas chouettes. Donc, Tu l'aurais fait où le poulet? bonne question. J'avoue que j'avais commencé à y réfléchir. Je voyais pas trop est-ce que je pouvais... Enfin, je l'aurais caché quand même, moi, parce que j'imagine. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile à cacher pour une fille que pour un mec. Donc, je sais pas où est-ce que je l'aurais mis. Mais on l'aurait pas beaucoup vu. Donc le poulet. Le poulet. Est-ce que je peux faire une 5e proposition? Tu vas voir, comme quoi on a réfléchi. Tina et Milo, les mascottes des Jeux de Milan 2026. Elles sont déjà beaucoup plus jolies. Je les avais pas vues encore. J'aime beaucoup. Mais c'est pas 2030. Ils ont pas déjà choisi aussi une mascotte, une hermine? Bah, en tout cas, ça c'est ceux de. C'est ceux de Turin. Milan. Bah, j'aime bien. L'hermine, si ça veut bien aller, elle y a droit. Justement, pour te projeter sur Milan Cortina, comment est-ce que tu vois les choses si tu pouvais, en tout cas, avoir une baguette magique, je t'en donne une, et l'année prochaine, tu me racontes l'année sportive, mais pas que. Avec une baguette magique, j'aurais envie de dire, en fait, j'ai gagné tout, et puis comme ça, je vais pas à choisir. J'ai quand même beaucoup cette envie de... J'adorais faire du Martin Fourcade, à tout rafler, à survoler le biathlon, mais c'est pas comme ça que ça se passe, donc c'est difficile à dire. Et puis c'est difficile d'être honnête aussi. Je trouve qu'avant une préparation, là on est au mois d'avril, avant toute une saison complète de préparation, il peut tellement tout se passer. Il y a quand même un empilement de belles choses à bien travailler, à faire correctement avant de pouvoir rien qu'imaginer, performer au jeu. Donc la baguette magique, je veux qu'elle m'aide à faire une très belle prépa. Et puis après, pour l'hiver, on verra. Elle est sage, hein? Ben ouais, c'est impressionnant. Mais bon, est-ce que ça se travaille, justement, le côté sage? Je te trouve d'une maturité. J'avais promis que j'en parlerais pas, mais moi, après la dernière course, j'aurais tout cassé. Et toi, il te faut aller 20 secondes pour te recentrer. Et on a l'impression que tu es déjà plus forte que tout ça. Est-ce que c'est des choses qui se travaillent? Ou est-ce que c'est justement parce que tu as cette force au fond de toi que tu arrives à faire tout ça? Je pense que c'est le contexte qui m'a permis... En fait, je l'ai déjà dit une ou deux fois, si je blairais pas Francisca, si je pouvais pas la voir, si c'était une immense connasse et désagréable, j'aurais tout cassé. J'aurais été désagréable en interview, j'aurais été odieuse, j'aurais cherché la réclamation. Et en fait, c'est tellement quelqu'un de gentil, qu'il le mérite, ça aurait brisé le cœur de 50% des gens qui regardent le biathlon, peu importe ce qui se passait. Et puis Francisca, elle a galéré aussi, elle est tombée malade un nombre de fois catastrophique. Ça fait elle galère depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et puis elle est extrêmement touchante, elle est vraiment gentille. Elle a jamais été pas fair play. Ouais. C'était toujours, elle a jamais fait une course pas clean. Et donc en fait c'était normal de réagir comme ça. Je sais qu'elle aurait réagi comme ça dans le sens inverse. Et c'était même pas réfléchi, quoi. C'était comme ça, c'était ma faute et puis basta, quoi. C'est pas contrôlé du tout. C'est le naturel. Le fait d'avoir cet adversaire qui est hyper respectueuse aussi, ça joue beaucoup dans cette histoire. À 90% même. Parce qu'en fait, c'est ma faute, je le sais. Donc la seule contre qui je peux être énervée, c'est moi. Et puis j'avais même pas de colère parce qu'en fait, c'était... j'avais 100 points de retard avant d'attaquer cette dernière période. J'arrive avec le maillot jaune sur cette dernière course où j'aurais pu complètement m'effondrer. Et puis on fait les deux, un 5 sur 5 sur dernier shoot. Et jusqu'à 500 mètres de la ligne d'arrivée, on était ensemble. Sportivement, le globe, j'aurais pu l'avoir. C'est juste que physiquement, il n'est pas là. Mais je sais que je suis quand même fière de ma course malgré tout, parce que c'est l'erreur que je fais au moment où je me vautre. Elle vaut 10 fois la peine que j'aurais... elle est 10 fois inférieure à la taille de la punition. Donc oui, le globe n'est pas là, mais à mes yeux, sportivement, j'ai fait 99% du taf, quoi. Il y a ce moment, cette étreinte de Justine Brézaboucher et de toi après l'arrivée.
Qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là, si c'est pas trop indiscret, mais on sent qu'elle te dit des choses. J'avais pas encore versé une larme jusqu'au moment où Justine me prend dans ses bras. J'étais un peu prostrée quand même, mine de rien, de ce résultat, de me dire, ouais, bah là, en fait, le pire que je redoutais dans mes cauchemars des 5 derniers jours, c'était arrivé, c'est là, je vais pas pouvoir recommencer ma journée en me réveillant. Et donc, j'ai pas pleuré direct, j'avais un peu du mal à réaliser que je m'étais plantée. Et puis en fait, là, il y a Justine qui arrive en larmes complètes et puis qui me dit les plus belles choses qu'une amie pouvait me dire, je pense. Et puis, du coup, je fonds en larmes à ce moment-là aussi. C'était un peu le déclic de... On relâche tout. Avec du recul, tu penses que tu la gagnes, la course, s'il n'y a pas cette erreur? C'est vraiment... Je pense que physiquement, j'étais au-dessus, mais que mentalement, elle était prête à en mettre beaucoup plus que... Elle était beaucoup plus pointue. En fait, peut-être que je me suis laissée avoir par l'idée que je pouvais être meilleure physiquement. Et donc, j'ai pas mis... En fait, je pensais mettre 100% de mon implication mentale et technique sur ce dernier 100 mètres que je pensais pouvoir gagner. Et du coup, tout ce que j'ai pas pu mettre sur ce dernier 100 mètres, c'est ce que je mettais pas non plus dans la préparation avant. J'étais pas extrêmement vigilante. Et je pense que du coup, à l'inverse, elle, se sachant peut-être à peine inférieure au vu des derniers temps de ski, etc., mettait 100%. Enfin, elle était prête à tout mentalement. Et puis, elle était extrêmement exigeante et vigilante partout sur la piste avant. Alors que moi, je pensais plus tout mettre à la fin. En fait, je pense qu'elle essayait d'équilibrer son petit déficit sur les skis partout avant. Et puis, je pensais mettre tout ce qui me restait sur les derniers 100 mètres que j'ai pas pu faire. Donc, en fait, c'est difficile à dire parce qu'elle avait vraiment l'air de pouvoir vendre son âme au diable à ce moment-là, quoi. Donc, je sais pas. Si tu devais te décrire en tant que biathlète, quel mot t'emploierais? Exigeante au point d'être à peine trop tatillon. Exigeante dans le sens, c'est une qualité, mais aussi un défaut. C'est que pour moi, le plan, c'est le plan, et donc je le suis coûte que coûte. Mais du coup, le coûte que coûte qui a tendance à aller à peine trop dans le too much, à vouloir en faire toujours un tout petit peu trop. Et sur une fin de carrière, ça peut être un petit danger d'en faire trop, de se surentraîner, de ne pas jouer la fraîcheur. En tant que personne? Exigeante. Non, beaucoup moins. Dans la vie de tous les jours, je suis en retard, je suis un peu toujours à la ramasse et je dirais passionnée. Ça me plaît. Moi, j'aimerais bien parler d'un format qu'on a vu, mais d'ailleurs que vous faites au championnat du monde militaire, c'est la patrouille. Oui. Qui était à l'origine la première course de biathlon. Exactement. Le format, c'est quoi? Il y a un fondeur et 2 biathlètes, c'est ça? 3 biathlètes, donc on est 4. Le fondeur, c'est le chef de patrouille. 3 biathlètes, il y a 3 tirs, mais un tir par biathlète. 2 couchés, 1 debout. Et c'est 15 bornes pour les filles et 20 pour les mecs. Et en gros, c'est un tour, un shoot avec le chef de patrouille qui arrive au pas de tir. Là, c'est la partie folklorique qui est un peu marrante. C'est que le chef de patrouille doit dire feu pour qu'on puisse tirer. Sinon, c'est pénal ou disqualifié. Enfin, je sais même pas, mais du coup, voilà, c'est un peu marrant. Et donc après, tout le monde fait les tours de pénalité de celui qui a tiré. Et puis après, ça varie. J'ai déjà fait coucher, debout, ou coucher, debout, coucher. Et puis voilà, 15 bornes au total. C'est un format qui a été abandonné. Et tu trouves pas que ça serait intéressant de le voir revenir? J'ai une autre question derrière, justement, sur ce format-là. Qui est de savoir avec qui tu aimerais bien le faire, une sorte de dream team composé par Lou Jean Monod, mais on sent l'IBU, et ils y arrivent très bien d'ailleurs, à chercher des formats différents, et honnêtement, il y a plein de choses qui marchent. Est-ce que ça, c'est pas un truc qui serait marrant? Je crois qu'il plaît beaucoup pour les 20 spectateurs qui étaient au monde bio-militaire. Je crois que les gens ont bien aimé. Le seul truc vraiment chiant,
c'est qu'en fait, on est 4 à courir et il n'y en a qu'un qui se met une misère catastrophique. De toute façon, il y a forcément pas le plus mauvais, mais celui qui a les moins bonnes sensations du jour, celui qui a les moins bons skis, celui qui est et celui-là, il faut voir la mission qu'il se met à essayer de tenir. Ouais, c'est 15 bornes de galère pour celui qui est en dessous, et puis c'est 15 bornes de je suis pas trop mal pour ceux qui sont à peine devant. Et en fait, pour ça, je trouve pas ça équitable. Ça veut dire qu'il y en a un qui va mettre 2 jours à s'en remettre, et puis les autres, ils ont fait, pas leur petite balade, mais en tout cas, c'est du seuil quoi, pour les autres. Donc, ouais, en termes d'équité, je trouve pas ça idéal, surtout au sein d'équipes, j'imagine rien que la Slovénie, où on a une Anna-Maria Lampic qui est incroyablement rapide, et puis je pense la 4e slovène, je sais pas combien de temps elle est derrière Anna-Maria, mais trop, quoi. Donc, oui, c'est marrant, mais je pense dans un cadre militaire, ça suffit, je pense. Hein. Si tu devais justement faire une patrouille, composer une patrouille, tu peux choisir n'importe quel athlète de n'importe quelle nationalité. Tu fais ta dream team. Moi, je me débrouillerais pour pas être là. Ah ouais, ok, c'est pas une bonne idée alors. Non, je choisirais pas que des meilleurs. Je choisirais 2 très bons et un vraiment moins pour être sûr. Alors, eux, ils marnent, toi, tu te mets un peu à la spi derrière, et puis moi, je suis un peu entre les deux. Je me galère pas trop. Idéalement, des très bons shooters. J'ai pas envie de dire parce que ça veut dire qu'il faut vraiment que je vise quelqu'un de moyen. Ah bah ouais, là du coup t'es en galère. J'ai pas du tout envie de dire. C'est pas grave. On veut pas que t'aies d'ennui surtout. Tu parlais tout à l'heure, Gilles te parlait de l'accolade avec Justine. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu te sens dans ce groupe France et quel rapport tu as avec les filles, avec les coachs, en tout cas ton ressenti à toi quand tu as été amenée à arriver dans ce groupe, tu as développé, je suppose, des amitiés? Je suis arrivée avec mon état d'esprit de fille qui sortait de comité, groupe junior. Et puis, et donc à croire qu'on est toutes copines et que c'est bonne ambiance. Et puis, pas revenir là-dessus, mais on sait que c'est pas le cas. Donc, c'est pas une désillusion à ce stade-là, mais c'est quelque chose qui plombe un peu. Je dis, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je vais pas pouvoir continuer de m'appuyer. Et puis après, finalement, ça se confirme. Les caractères sont pas tous compatibles. Mais ça, au final, comme dans n'importe quelle boîte, je veux dire, au sein d'une société. Je confirme. On rentre tout droit à la maison, on boit pas une bière après le boulot, c'est cata. Non, jamais. Donc, bref, en fait, c'est comme dans n'importe quelle boîte, sauf que nous, c'est médiatisé et puis tout le monde le sait. Et donc, cette partie-là, il faut un peu faire le deuil. Faut se dire, ok, je peux plus m'appuyer sur le fait que 100% de ce groupe, c'est mes amis. Mais par contre, humainement, ça rapproche encore plus de ceux qu'on sait être, genre Justine, quoi. C'est vraiment une pour moi, c'est une personne incroyable, magnifique et une très belle copine. Et le fait justement que ce soit, oui, on ne va pas revenir dessus et on sait effectivement ce qui a pu se passer dans le groupe France, mais ça n'empêche pas qu'on s'appuie les unes sur les autres sportivement, ou même ça, c'est compliqué, ou est-ce que quelque part, tu as l'impression que presque ça vous stimule finalement? Je pense que c'est ça, je pense que ça nous stimule. Après, on est toutes capables vraiment de passer à côté de l'extra-sportif. En fait, on va à l'entraînement, on bosse, on se tire la bourre, mais comme on le ferait si on était copines. Et je trouve que c'est une belle qualité de ce groupe, c'est d'arriver à mettre à part l'extra-sportif et puis à bien travailler tout le reste de l'été sur le full sportif. Avec le staff, comment ça se passe? Ça se passe bien. J'ai vraiment 100% de confiance en Cyril. Et puis au coach de tir, c'est une chance. Je pense qu'on a le meilleur coach du monde à l'heure actuelle et on lui doit tous les résultats de cette équipe toute cette saison. Si tu devais te mettre un axe de progression jusqu'à l'année prochaine et même encore après, tu mettrais quoi? Les virages à gauche. Pardon. Pas la première fois que j'entends, pas la dernière non plus. Il y a les temps de... En fait, il y a un truc avec les temps de tir que je sais
mauvais, pour parler franchement, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin, que je peux arriver à gagner avec un temps de ski, un temps de tir pardon, qui est tout à fait en bas de la liste de résultats. Et puis d'un autre côté, c'est le truc où j'ai la plus grosse marge de progression. Donc je vais m'y pencher, mais je pense pas finalement forcer à faire un naturel qui servirait pas à grand chose à part prendre des risques. Et puis après, techniquement et puis physiquement, je pense qu'il y a encore moyen de progresser. En fait, tant que je progresse, c'est que je suppose que je peux progresser. Donc si je peux gratter du temps sur les skis, tant mieux. Mentalement, il y a des choses il y a des axes de progression aussi que tu te fixes? Je pense être un peu plus maligne dans les temps de récupération. En fait, être un peu plus fine sur là, il faut que je m'entraîne, là, il faut que je me repose. J'ai tendance, si j'ai même des mauvaises sensations, si je suis fatiguée, à marner quand même en me disant oh, ça va passer, et puis l'entraînement que je fais là, il va être utile. J'ai pas encore la capacité à me dire bon, si t'es fatigué, c'est que tu vas pas encaisser tes heures, donc tu te reposes et on y retourne après. En fait, c'est rassurant d'aller skier et de travailler. Et donc, je peux encore bosser là-dessus sur ma capacité à être un peu plus maligne. Et puis ce sera déjà pas mal cette année sur les résultats. Enfin, sur l'hiver, j'ai beaucoup appris, énormément appris. Je pense que j'ai vécu toutes les situations possibles. Donc cette expérience-là, c'est sûr qu'elle va me servir. Cette idée de se dire, là, aujourd'hui, je ne suis pas bien, allez, je sors du programme, je me repose, c'est aussi beaucoup basé sur la confiance, en fait. Se dire, ouais. je me connais. C'est ça. À partir d'un certain stade dans sa carrière, normalement, on doit pouvoir se dire, ça y est, je suis plus un junior, se faire confiance, en fait. C'est ça? Mais c'est vraiment dur. L'an dernier, je suis tombée malade au mois de mai. Et derrière, j'ai traîné un fond de fatigue. J'étais pas vraiment très fatiguée, mais j'étais quand même toujours un tout petit peu fatiguée. J'avais des tests HRV qui étaient mauvais, j'en chiais un petit peu à l'entraînement. C'était dur, ça a été dur pendant plusieurs mois. Et donc, du coup, mes entraînements, j'étais pas confiante parce que ça allait pas, j'étais toujours derrière. J'arrivais pas à faire ce que je voulais. Techniquement, on voulait bosser, mais j'avais l'impression que j'avais pas l'énergie mentale pour le faire. Et puis j'ai complètement paniqué. Je suis arrivée vraiment en septembre en me disant autant là, lundi, je vais de Contio, je fais 20e et ce sera ce que je pourrais faire de mieux, quoi. Mais j'étais vraiment à ce niveau-là, j'étais 100% pas confiante. Et puis finalement, le travail, ça n'a pas fait 20e, ça allait bien quand même. Mais je trouve ça vraiment dur de galérer tout un été, surtout que l'été d'avant, j'avais fait l'été parfait, tout avait vraiment bien déroulé. J'ai survolé tous les entraînements de l'été, c'était tellement agréable. Et puis, j'ai eu la meilleure progression que j'ai eue de toute ma vie à ce moment-là. Donc, je me suis dit, là, si tu me mets une galère comme ça, c'est sûr que je vais faire moins bien. Et puis en fait, pas du tout. J'étais persuadée qu'on repartait toujours de zéro, mais on repart sur une base d'heures d'entraînement qui est déjà accumulée depuis des années. Donc, on repart pas de zéro finalement à chaque fois. On remet tout à plat, mais pas à zéro. Ça s'appelle l'expérience aussi. Ouais. Il commence à y en avoir quelques années derrière toi. En Coupe du Monde et tout ce qu'il y a avant aussi, forcément, ça s'accumule. Ouais. À quel moment est-ce qu'on sent qu'on bascule du côté des athlètes d'expérience, qu'on n'est plus tout à fait la petite jeunette? Parce que le problème dans ce groupe France, c'est que tous les 15 jours, il y en a une nouvelle jeunette qui arrive. Donc, j'ai l'impression que j'ai senti ça cette année avec Jeanne et Océane, qui sont très jeunes et qui sont arrivées dans le groupe. Où moi, quand je suis arrivée, il y avait encore Anaïs Cheuve. Et j'étais la petite jeune. Et puis en 2 ans, j'étais plus la petite jeune. Et j'ai l'impression que ça allait très très vite. Et puis mine de rien, je suis aussi beaucoup plus vieille. J'ai 27 ans à la fin de l'année, je serais partie des vieilles, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça arrivait d'un coup. J'étais jeune quand je suis arrivée. Et puis là, en 1 an, passer du côté des vieilles, je pense que c'est une bonne chose, ça aide à prendre du recul et puis être plus intelligente dans la gestion de cet entraînement. 2030, tu y penses déjà? Oui, je pense que j'aimerais bien c'est sûr que je vais y aller. Incroyable les Jeux en France, vous l'avez vu cette année. J'aimerais bien que ce soit des
des beaux jeux. On sait que c'est controversé avec les hivers qui deviennent de plus en plus, de moins en moins enneigés. Donc j'imagine que les gens qui vont gérer ça vont faire ça intelligemment pour faire des jeux aussi beaux que ceux de Paris. T'étais où, justement, pendant les Jeux de Paris? Est-ce que t'es venu, est-ce que tu y as participé ou On était en Norvège au début des Jeux, et puis il y en a 2-3 qui sont montés, et puis comme j'ai dit juste avant, j'étais fatiguée tout l'été, du coup j'avais pas du tout envie de faire un trajet, de monter à Paris, et puis j'entendais avec les transports, ça allait être une misère, puis j'ai un peu peur de ça, j'ai l'impression que je gère pas du tout la foule, et puis j'avais pas envie de galérer, et puis d'être fatiguée juste pour ça, donc j'ai regardé de loin. Et tu regardais quoi? Je regardais quoi? Non, ma maman faisait de la gym quand elle était jeune, du coup, regarder la gym, c'est un truc que j'aime bien faire. J'y connais rien, mais j'adore en fait, regarder des trucs que limite, je panne rien. Et ça me fait plaisir de regarder quelque chose qui m'impressionne, surtout physiquement, la gym, je trouve ça incroyable. Il y a un ou une athlète que tu aurais aimé voir ou rencontrer? J'adorerais... Ouais, Teddy Riner, j'adorerais le rencontrer. Ça a l'air d'être quelqu'un d'incroyable. On organisera le rendez-vous. Ah, on peut. On essaye de mettre Teddy Riner sur des skis de fond. Ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Histoire de réguler un petit peu la différence de... Ouais, c'est clair. Je suis impressionnée, peut-être que je serai un peu moins stylée. Ça cassera le mythe. Eh ben merci. Je ne sais pas, Gilles, si tu as... Non, nickel, super. Merci beaucoup. Merci Lou Jean Monod d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Puis on se retrouve bientôt. Merci à vous.